Et coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui installée pour réaliser une aquarelle. J'ai décidé de participer à un marathon d'aquarelle, donc en fait il faut réaliser 3 aquarelles entre le 4 et le 27 mars. Aujourd'hui on est le 26 mars. Il me reste une aquarelle à réaliser, donc je vais la faire aujourd'hui pour pouvoir participer à ce marathon. Et en fait il y a des lots à gagner. Je crois qu'il y a 4 ou 5 lots qui sont hyper intéressants et qui ont bien entendu un rapport avec l'aquarelle. Vous avez des pinceaux, des palettes d'aquarelle, du papier, etc. Donc j'espère vraiment pouvoir remporter l'un de ces lots parce que voilà, le matériel est assez onéreux. Et franchement ça m'arrangerait assez bien de pouvoir un petit peu étoffer mon matériel qui est très pauvre, hein. Voilà, je n'ai pas grand chose comme matériel. Du coup je me suis dit que j'allais vous prendre pour cette dernière réalisation. En fait vous avez 5 artistes, 5 aquarellistes qui ont réalisé un tuto soit sur Instagram soit sur leur chaîne YouTube. Et l'idée c'est de s'inspirer de ce qu'ils font pour réaliser la même chose ou plus ou moins la même chose. Je vous montrerai tout de suite, donc après ce rush ici, quand j'aurai fini ma peinture, je vous montrerai ce que j'ai déjà fait, donc les 2 précédentes réalisations que je trouve que je les ai plutôt bien réussies. Je vous montrerai ça après. Et donc ici il s'agit de réaliser un paysage printanier, mais donc en fait on s'inspire d'une image donc imposée par l'aquarelliste, et il faut essayer de broder, d'inventer des choses autour de ce paysage. Donc moi je vais faire comme elle, hein, voilà, je vais pas inventer quoi que ce soit, je vais faire exactement comme elle. L'aquarelliste c'est Solela Art. Je vous laisserai le lien de sa vidéo en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse de reproduire le même tuto que moi, et bien vous n'aurez qu'à cliquer en fait en barre d'infos sur le lien et vous accéderez tout de suite à sa vidéo. Pour réaliser cette aquarelle, j'ai déjà préparé tout mon matos. J'ai une petite feuille, donc voilà, c'est une petite feuille, c'était une feuille A4 que j'ai coupée même pas en deux, je crois que j'ai coupé un tiers de la feuille, et c'est toujours les mêmes feuilles, hein. Voilà, j'utilise toujours le papier cellulose de la marque Moulin du Coq. Donc voilà, papier cellulose, je n'ai pas de papier coton qui est juste hors de prix. Comme matériel, il va falloir apparemment utiliser de la drawing gum. Je n'en ai jamais utilisé, donc je l'avais acheté quand j'ai acheté un petit peu tous mes pinceaux, etc., mon papier. J'avais pris ça en plus, mais je ne l'ai pas encore utilisé, donc là ça va être l'occasion. J'ai ma petite palette d'aquarelle, donc Koi Watercolor, donc c'est de la marque Sakura. Je vous montre, hein, c'est toujours la même, je n'ai que cette palette là. D'ailleurs je vais vite aller la nettoyer avant de commencer mon aquarelle, parce que voilà, ça c'est pour faire des mélanges et elle est un peu dégueu. Et donc voilà, c'est ça avec toutes les couleurs. Donc il y en a, je sais plus combien il y en a, c'est pas écrit. Bon bref, il y en a un certain nombre, toutes ne sont pas hyper utiles. C'est la petite palette que j'avais achetée il y a quelques années et du coup je l'utilise enfin. Et puis par rapport aux pinceaux, j'ai 2 pinceaux La Vie, donc ce sont les 2 pinceaux que j'utilise le plus souvent. Le plus souvent c'est celui-ci, donc c'est un Raphaël petit gris 805 3 barre 0. Je vous laisserai de toute façon les liens du matériel en barre d'infos. Et puis j'ai celui-ci qui est un Raphaël 10, c'est un pinceau précision 8504, je crois pas que c'est un La Vie celui-là, c'est un pinceau précision que j'utilise aussi régulièrement. Et puis alors j'ai un petit pinceau pour faire vraiment les petits détails, c'est un pinceau Van Gogh numéro 1, référence 191. Je vous laisserai aussi voilà, en barre d'infos. C'est un petit pinceau que j'ai trouvé dans un magasin près de chez moi. Il me fallait un pinceau tout fin et j'avais pas envie de commander par internet parce que les frais de port sont beaucoup trop onéreux. Donc j'ai pris en fait ce que j'ai trouvé et et j'en suis contente. J'utilise depuis déjà un bon bout de temps et franchement il fonctionne très bien pour ce que je veux en faire. Donc voilà, c'est parfait. J'ai évidemment un porte-mine parce que je vais devoir faire une petite esquisse au crayon, la gomme et voilà ma petite tablette avec la vidéo pour pouvoir suivre le tuto. Et puis évidemment de l'eau et un petit chiffon pour estomper les pinceaux, etc. Ça c'est le matériel on va dire habituel pour faire de l'aquarelle. Donc je vais m'y mettre, je vais vite aller laver ma petite palette. Elle est propre, on est bon, on va pouvoir commencer. Donc la première étape c'est vraiment de réaliser un petit croquis vite fait et sans appuyer trop fort sur son porte-mine, donc au niveau de sa feuille. Ok, donc j'ai fait mon petit croquis et maintenant il faut passer au drawing gum, donc ce truc là.
En fait c'est pour faire des petites pâquerettes, donc c'est un truc que vous mettez et que pour que ça reste blanc en fait. Enfin voilà, j'ai jamais utilisé, là je vois qu'elle vient de le faire. Elle a pas montré comment elle a fait dans sa vidéo, donc je vais, écoutez, je vais essayer. Je ne me suis jamais servi de ce truc là, on va voir ce que ça donne. Alors par contre ça pue de fou ce truc, ça sent vraiment très mauvais, c'est hyper liquide comme si c'était de l'eau. Voilà, je n'ai vraiment aucune idée de comment ça s'utilise. Bon, on va essayer de faire des espèces de petites pâquerettes avec ce truc là. Écoutez, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Je suppose maintenant qu'il faut attendre que ça sèche un petit peu et avant de pouvoir passer, je suppose, de la couleur par-dessus. Ok, donc pour le fond, il faut tout mouiller. Donc en fait, il faut utiliser la technique du mouillé sur mouillé. Donc la dame, elle fait ça avec un pinceau très large. Moi, j'en ai pas, donc moi je vais faire avec... Écoutez, avec un pinceau la vie, hein, tout simplement. Je vais mouiller simplement ma feuille avec mon pinceau. Faudrait vraiment que j'investisse dans plus de matériel, mais bon voilà, en attendant en tout cas je vais faire avec ce que j'ai ici. Par contre je crois que j'ai fait mes traits au crayon un petit peu trop épais, ça se voit un peu trop, je crois que j'aurais dû un peu gommer, mais bon là je viens de tout mouiller, donc je crois que c'est un petit peu trop tard. J'ai enlevé le drawing gum, il en reste encore quelques-uns ici parce qu'en fait c'est pas sec, donc je vais attendre avant de l'enlever. En fait ça a plutôt bien fonctionné, je sais pas si... Ouais, je pense que ça se voit plus ou moins en vidéo. Il y a juste ici j'ai eu un bug, je sais pas, là ça n'a pas fonctionné, donc j'ai une espèce de trou dans ma marguerite. Mais voilà, je ne sais pas, je vais voir la suite de la vidéo. J'avais mis un petit peu aussi ici et ça a plutôt bien fonctionné, c'est assez simple à retirer. Apparemment c'est moins simple sur du papier en cellulose que sur du papier en coton. Écoutez, moi je sais pas, j'ai du papier en cellulose et j'ai pas trouvé ça compliqué à retirer. En fait je me suis servi de mon ongle, en fait j'ai simplement gratté avec mon ongle. Donc c'est plus facile quand vous avez des longs ongles, forcément. Mais voilà, je vais continuer la vidéo. Écoutez, voilà, je pense que c'est fini, je vais laisser sécher même si c'est déjà quasiment sec. Je suis plutôt contente du résultat, je trouve que c'est assez joli, je sais pas ce que vous en pensez. Forcément la peinture de Soleil Art est beaucoup plus jolie, mais je trouve que ce n'est pas si mal. Et je pense même que je vais l'exposer quelque part dans la maison parce que je trouve ça assez joli et très enchanteur. J'aime vraiment bien. Et finalement en fait le drawing gum ça fonctionne pas mal hein. Voilà, c'est la première fois que j'en utilisais et je trouve que c'est plutôt simple à utiliser et le résultat est là, donc voilà. Du coup je vous montre mes deux autres réalisations donc, que j'ai faites pour le challenge. Il y a tout d'abord celle-ci, donc c'est un paysage, une façade de maison de Notting Hill. Donc voilà, encore une fois j'ai suivi un tuto, hein, c'est pas, j'ai pas inventé. Et en fait dans la particularité dans cette aquarelle, c'est que à la base, donc vous faites le croquis au crayon et puis vous repassez avec un feutre noir qui résiste à l'eau et seulement après vous peignez. Et je n'avais encore jamais fait d'aquarelle de cette façon et c'est très sympa. Franchement ce marathon est très intéressant parce que du coup
ça m'a permis moi d'apprendre des techniques différentes en fonction de la personne qui fait le tuto, puisque ce sont à chaque fois des personnes différentes, chacune a ses particularités, ses façons de faire, et quand vous débutez en plus comme ça, ben c'est sympa parce que vous constatez qu'il y a plusieurs manières d'arriver à un résultat très sympa. Jusqu'à présent moi je ne suivais que les tutos de Marie Boudon, et voilà, qui fait du travail nickel, vraiment très cool, mais je n'avais que sa technique. Ça m'a permis de voir qu'il y avait moyen de faire autrement et que ça donnait aussi très bien. Donc voilà, je suis contente. Franchement cette aquarelle là, je la trouve très belle, je suis assez fière de ce que j'ai fait, et d'ailleurs je l'ai exposée dans la maison parce que je l'aime bien. La seconde, je l'aime bien aussi et je l'ai aussi exposée, c'est celle-ci. Donc là c'est en fait la façade d'une maison hollandaise je pense. Et donc en fait là la personne a pris la façade d'une maison et a brodé autour. Donc tout ce que vous voyez autour c'est pas quelque chose qui existe sur la photo d'origine. Moi j'ai fait exactement pareil à la fille qui a fait le tuto, hein. Je ne me suis pas aventurée dans dans d'autres choses, j'ai préféré vraiment suivre. Je suis en apprentissage donc je crois que la meilleure chose à faire quand tu apprends c'est de respecter ce que l'autre fait et de vraiment suivre à la lettre. Ça te permet d'apprendre mieux, je crois en tout cas. Je suis très contente, je trouve ça très beau. Je trouve juste que le toit est un chouïa arrondi. Voilà, en fait c'était pas prévu comme ça de base, mais j'ai un peu foiré donc voilà, ça a donné ça à la fin. Mais sinon je suis contente, je trouve que les dégradés de couleurs sont vraiment beaux. Je trouve que j'ai bien réussi l'arbre ici, il est vraiment joli. Là j'ai rajouté des petites fleurs à la fin quand c'était bien sec. Et je suis contente, franchement le petit arbre là aussi il est vraiment beau. Je suis contente, je trouve que c'est vraiment très joli, ça fait fort printanier. Et en fait moi ça me permet maintenant de décorer ma maison pour 3 fois rien, puisqu'en fait c'est moi qui fais les peintures. Donc je suis contente, je trouve ça très beau. Cette peinture là et celle-ci sont déjà publiées sur, je les ai publiées sur Instagram. Voilà, l'autre normalement je vais la publier aujourd'hui, non demain, je la publierai demain, c'est la date ultime du concours, le 27 mars. Bon quand vous verrez cette vidéo, tout sera déjà dispo sur, sur Instagram. Mais voilà, comme la date ultime c'est demain, je vais me dépêcher de planifier cette publication pour demain. Et voilà, j'espère que je gagnerai quelque chose avec ce concours. On verra. En tout cas je me suis beaucoup amusée à faire ces aquarelles, j'ai appris plein de trucs et voilà, c'était vraiment chouette. Même si le concours est passé et que vous avez envie de suivre ces tutos, bah, je suppose qu'ils seront toujours dispo, donc c'est un très bon exercice. Il y a encore 2 exercices que j'ai pas fait puisqu'elles étaient 5 aquarellistes à proposer des vidéos. J'ai pas eu le temps de faire les 5, j'aurais bien voulu, mais du coup les 2 autres je vais peut-être les faire par après. Voilà, si les tutos sont toujours dispo, même si le concours est fini, c'est toujours pour apprendre et donc je pense que je les ferai après. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 8 avril et je vous retrouve pour vous parler d'une de mes dernières lectures. J'ai lu pas mal de trucs pour le moment. Dans cette vidéo, je vais vous parler en tout cas du roman que j'ai lu de Franck Tillier. C'est mon tout premier Franck Tillier, je n'en avais jamais lu avant celui-ci. C'est pas un auteur vers lequel je me dirigeais forcément parce que moi je n'aime pas tout ce qui est thriller, etc. C'est pas mon genre littéraire. Une booktubeuse en a parlé, donc c'est la booktubeuse de la chaîne du café et des livres. Je vous avoue que je ne connais même pas son prénom, mais voilà, c'est cette jeune femme là qui en a parlé et qui m'a donné très envie de le découvrir parce que au-delà du fait que c'est un thriller, c'est surtout l'aspect psychologique et un petit peu, pas paranormal mais intriguant parce que ça tourne autour du sommeil et des rêves. Du coup j'ai eu envie de le découvrir. Alors ce roman franchement je l'ai dévoré et je l'ai adoré, je ne pouvais plus m'arrêter de le lire. Il m'obsédait, dès que je le reposais je n'avais qu'une idée en tête, c'était le reprendre parce que j'avais vraiment envie de connaître le dénouement. Il est quand même assez gros, hein. Il y a quand même 650 pages, donc franchement c'est pas un petit roman, c'est pas écrit méga grand, voilà c'est... les pages, c'est l'édition poche, hein, enfin l'édition pocket, donc du coup c'est vrai que c'est pas écrit très grand. Malgré tout j'ai avancé quand même assez vite dans ma lecture parce que je voulais absolument connaître le dénouement. Donc ici on va suivre une jeune femme donc qui est psychologue. Elle va enquêter sur des kidnappings d'enfants. Donc il y a, je crois en commençant, voilà, il y a un premier enfant qui se fait kidnapper, 3 mois plus tard un deuxième qui se fait kidnapper.
Il y a une mise en scène qui est faite à chaque fois qu'un enfant se fait kidnapper. On ne retrouve pas de cadavre, donc on ne sait pas ce qui se passe, ce qui arrive à ces enfants. Un troisième enfant se fait kidnapper et après ce troisième kidnapping, malheureusement pour elle, Abigail va vivre un accident de voiture très grave avec donc son père et sa fille. Un accident au cours duquel eh bien, son papa et sa fille vont perdre la vie, mais elle va survivre. Donc elle va devoir faire, il y a un gros travail de deuil qui va devoir être fait. Je vous avoue que j'ai eu un peu du mal avec cette partie-là parce que étant moi-même maman, c'était pas forcément évident. Au début du livre, quand je l'ai commencé, en fait je n'avais pas retenu le fait que ça concernait l'enlèvement d'enfants. Si je l'avais su, je suis pas sûre que je l'aurais lu, parce que du coup, en commençant l'histoire, j'avais vraiment très peur de ce que j'allais découvrir. Si voilà, s'il y avait des sévices faits aux enfants, etc. Je sais que c'est le genre d'histoire que je suis pas capable de lire, donc j'avais vraiment peur par rapport à ça. Au final, je me suis accrochée et j'ai bien fait. À côté de ça, donc Abigail, elle est atteinte d'une maladie, elle est narcoleptique, ce qui fait qu'elle doit prendre toute une série de médicaments, dont entre autres le médicament qui s'appelle de façon vulgairement la drogue du violeur. Elle doit en prendre tous les soirs pour s'endormir parce que sinon ben voilà, elle n'arrive pas à gérer ses journées parce qu'elle s'endort comme ça à n'importe quand. Donc il y a tout un aspect autour du sommeil et autour des rêves, parce que Abigail va commencer tout doucement à avoir des espèces d'hallucinations, et en fait elle va continuer à enquêter sur ces enlèvements malgré le fait qu'elle vit un gros drame vu que sa fille et son papa meurent, mais elle perd pied petit à petit. Elle a l'impression qu'elle devient à moitié folle parce que elle n'arrive plus à distinguer quels sont ses rêves et quelle est la réalité. Elle se retrouve parfois dans des endroits, elle se souvient même pas y être venue. Elle a parfois des trous d'une journée entière où elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et moi, c'est tout cet aspect-là qui m'intriguait énormément. Et de fait, c'est très intriguant. J'avais peur au vu de la longueur du roman, des longueurs. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'en 650 pages, qu'est-ce qu'il va raconter dans son histoire pour combler autant de pages? Mais en fait il n'y a aucune longueur. Il n'y a vraiment aucune longueur. L'intrigue franchement elle est tellement bien ficelée, c'est un truc de fou. Moi franchement, étant écrivain moi-même, je sais à quel point c'est difficile d'être cohérent dans ce qu'on écrit. Et là franchement je ne peux être qu'admirative face à une cohérence aussi forte, aussi puissante dans ce roman. Alors la petite particularité aussi, c'est que d'un chapitre à l'autre vous sautez d'époque. Donc en fait vous avez une ligne du temps avec donc une certaine date de début, une certaine date de fin, et en fait tous les chapitres se déroulent au cours de cette période là, et donc au début du chapitre vous avez un petit curseur sur cette ligne du temps pour vous situer où est-ce qu'on se trouve, à quelle date. Donc parfois vous revenez dans le passé, parfois vous allez très fort dans l'avenir, presque jusqu'à la date ultime. C'est pas trop dur à suivre, moi franchement ça va, je m'y suis retrouvée parce qu'avec la petite ligne du temps franchement ça va. Mais j'ai lu ce roman là, je crois que je l'ai lu en 5 ou 6 jours, j'ai vraiment été très vite pour le lire. Ce qui fait que ça m'a pas paru difficile de suivre en fait le déroulement de l'histoire, même si on faisait des allers-retours dans les chapitres, parce que vu que j'étais plongée vraiment dedans très fort, j'ai pas décroché, donc du coup j'ai pas eu de problème moi pour suivre la cohérence du roman. Et aussi une autre particularité qu'il y a, c'est que vous avez un chapitre secret, un chapitre masqué si vous voulez, disponible sur internet. Donc en fait il y a un code à un certain moment qui est donné dans l'histoire, il faut bien le retenir. Et puis quand vous avez fini l'histoire, vous pouvez aller sur le site internet, donc il y a toutes les infos à la fin dans le dernier chapitre. Et vous pouvez aller lire ce chapitre qu'il manque. Il y a également sur internet, sur ce fameux site, l'ordre des chapitres. Donc puisque là je vous dis tout est dans le désordre, mais si vous souhaitez lire l'histoire avec vraiment la chronologie mais dans l'ordre, et eh bien vous avez sur internet un fichier qui vous donne l'ordre des chapitres dans lesquels il faut lire. Donc commencer par le premier, puis aller au chapitre 33, puis revenir au chapitre 5, etc. Voilà, moi je l'ai pas fait, hein. J'ai lu l'histoire, j'ai bien compris l'histoire, j'ai pas eu de soucis. Par rapport à la résolution de l'enquête, moi je suis pas très dégourdie pour ce genre de logique, je n'ai pas beaucoup de logique, et en plus vu que je ne lis pas de thriller, je suis très novice par rapport à tout ça, donc du coup moi je suis hyper naïve et en général je vois pas le truc arriver. Voilà, j'ai pas vu le truc arriver ici non plus, donc finalement la personne qui est derrière tout ça,
je l'ai pas vu arriver. En plus vous avez d'autres choses qui s'entrecroisent. Enfin franchement c'est très bien fait, c'est très prenant, c'est génial. Vraiment c'est un livre génial. Là je vais le passer à mon père pour qu'il puisse le découvrir parce que je suis sûre que ça va lui plaire aussi. Du coup ça me donne envie de lire d'autres Franck Tillier parce que j'accroche vraiment beaucoup. Après je pourrais pas lire ça tout le temps hein, parce que là après avoir lu ça j'ai eu besoin de, de lire autre chose, plus du tout des trucs dans de policiers etc. Vraiment pas, ça reste pas mon genre préféré. Mais de temps en temps je pense que m'en glisser un ça serait pas mal. Je me suis déjà noté les futurs Franck Tillier que j'aimerais lire. Je pense que je vais lire le manuscrit inachevé, je crois que c'est celui-là. Et il y a une suite à ce roman-là, j'ai pas retenu le titre mais je crois que je vais lire ça. Je pense que je vais continuer ma découverte de Franck Tillier avec ses romans hors série, puisque je sais qu'il a toute une série qui concerne l'inspecteur Charcot. Je vais pas me lancer là-dedans maintenant, je vais plutôt commencer à découvrir petit à petit ses romans hors série avant de peut-être me lancer à un moment donné dans tout ce qui concerne l'inspecteur Charcot. Voilà, je crois que je vais faire ça. En tout cas celui-ci c'est un super coup de cœur, j'ai rien à redire sur ce roman, c'est bien écrit, l'intrigue est géniale, le fond de l'histoire est top, les personnages sont super bien pensés. Il y a rien en fait qu'on peut dire de négatif sur ce roman d'après moi. Donc voilà, amateur de Franck Tillier, si vous l'avez pas encore lu, bah moi je vous conseille parce que moi j'ai adoré. Si vous connaissez pas Franck Tillier, bah je vous conseille aussi parce que franchement c'est top. Donc voilà pour cette chronique. Je voulais aussi vous montrer mes derniers petits achats. Je me suis rendue à une brocante, la toute première de la saison et ça m'a tellement fait plaisir de pouvoir me rendre à une brocante sans masque, sans CST, sans rien du tout, vraiment comme si tout était normal. Ça m'a vraiment trop fait du bien. En plus il faisait super beau et tu voyais que les gens étaient contents d'être là. Aussi bien les gens qui se promenaient, d'ailleurs il y avait beaucoup de monde, les gens qui se promenaient, les gens qui exposaient, tu vois que les gens étaient vraiment ouais, super contents d'être là. Ça m'a trop fait plaisir. En plus j'étais dans une brocante, dans un cadre, dans une abbaye, donc en fait... même le cadre et tout est trop joli. J'y allais à la base pour me trouver une théière que je n'ai pas trouvée, parce que je voudrais bien me trouver une théière pour la saison de l'été, parce que là j'utilise toujours ma théière d'Île et Camille que j'avais acheté cet hiver. Donc elle a des motifs hivernaux cette théière, elle est très chouette hein, je l'adore, mais là j'en ai marre quoi. Je voudrais bien une théière un peu plus estivale. Je veux pas l'acheter neuve parce que je trouve que ça coûte trop cher et voilà, je fais attention pour le moment par rapport à toutes ces dépenses. Du coup je m'étais dit que si je pouvais en trouver une pour 5 € sur une brocante, ça m'arrangeait bien. Il y avait plein de théières, c'est vrai, mais elles étaient très moches. C'était vraiment, tu vois, c'était les vieilles théières dont personne ne veut, les trucs du fin fond du placard de mamie. Voilà, pas beau. Donc il n'y en a aucune qui a attiré mon œil, mais par contre, il y avait un stand sur lequel un couple vendait des livres. Et des livres en très bon état, emballés individuellement dans une pochette plastique et tout. Franchement le truc, des gens, tu vois que ce sont des gens qui font vraiment très attention à leurs livres. Et ils les vendaient pas cher, c'était, il y avait quasiment que des grands formats. Et ils étaient au prix de 3,50 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Et du coup en fait j'en ai trouvé deux qui étaient dans ma wishlist. Donc j'étais trop contente, je les achetais pas parce qu'ils étaient trop chers. En format Kindle ils étaient à je crois une dizaine d'euros et en format papier ils étaient à plus de 15 €. Et du coup je traînais pour les acheter et ici je les ai trouvés à 3,50 €, donc je les ai pris et je vais vous montrer ça maintenant. J'ai trouvé un Lucinda Riley et franchement celui-là je me demande s'il a été lu parce qu'en fait il n'y a même pas de, tu sais, de ligne sur la tranche. On dirait même pas que le livre a été ouvert. Je peux pas l'affirmer mais j'ai l'impression que ce livre est neuf et donc je l'ai payé 3,50 €. Ici je vois qu'il y a une étiquette derrière, il est vendu au prix de 9,50 € normalement, donc c'est les éditions Charleston. Lucinda Riley, j'adore cette autrice, je compte à un moment donné lire tous ses livres, hein, voilà, au fur et à mesure du temps je vais... Voilà, et ici donc c'est L'Ange de Marchmont Hall. Voilà, c'est encore une fois une saga familiale, la couverture est trop belle, j'aime trop, dans les tons un petit peu mauve pastel, j'aime vraiment beaucoup. Alors par contre c'est écrit quand même assez petit, voilà, il y a beaucoup de pages.
on est sur 700 pages, voilà. On est sur un gros roman, mais voilà, 3,50 €, il paraît complètement neuf, il est emballé dans une pochette plastique et tout. Voilà, je trouve que j'ai fait une très très bonne affaire avec ce roman. J'ai trouvé celui-ci, alors celui-ci c'est pas un roman tout récent, donc c'est La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. Donc c'est chez De Noël. Celui-là par contre a été lu parce qu'on voit que sur la tranche en fait il y a un peu de... On voit que ça a été plié, mais bon voilà, personnellement je m'en fous. À la base celui-ci est vendu 21,90 €, donc pareil je l'ai payé 3,50 €. Je vous avoue que je sais même plus de quoi ça parle, mais en fait en voyant le titre je me suis souvenue de l'avoir plusieurs fois vu sur Instagram, etc. Et donc je me suis dit pourquoi pas, 3,50 € c'est pas cher, il y a plus ou moins 500 pages, un petit peu moins. Celui-ci on voit qu'il est un petit peu neuf, un petit peu moins neuf parce que voilà, genre les pages ici c'est un peu plus jaunâtre. Mais bon franchement il est en très très bon état, il est même pas corné, il est même pas abîmé sur les côtés ni rien, franchement il est dans un état nickel. Donc voilà, 3,50 €, je trouve que c'est vraiment pas cher. Et finalement le troisième livre que j'ai trouvé, c'est le premier que j'ai trouvé en fait sur le stand, c'est celui-ci. Donc c'est Les Dames de Marlowe Enquête, c'est le tome 1, Mort contre triple, donc l'auteur c'est Robert Thorogood et c'est publié aux éditions de La Martinière. Celui-là est dans ma wishlist Amazon depuis hyper longtemps. Je l'achetais pas parce qu'en format Kindle il est à 10 € et en format broché il est à 14,90 €. Je trouvais ça trop cher. Ici je l'ai trouvé pour 3,50 €. Voilà. Du coup je me suis jetée dessus et c'est en voyant celui-là que j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait et j'ai trouvé donc les deux autres bouquins. Celui-ci on voit aussi qu'il a été lu parce que la tranche est un petit peu craquelée. Mis à part ce détail là, il est impeccable, les pages sont pas du tout cornées, il n'est pas jauni ou tout ce que vous voulez. Il est dans un état nickel et s'il y a mon marque-page dedans c'est parce qu'en fait je suis en train de le lire et je l'ai même presque fini. Il doit me rester environ 80 pages je pense, quelque chose comme ça. Voilà, je suis quasiment à la fin et celui-là je peux déjà vous dire que quand je l'aurai terminé je vais probablement le revendre parce que je n'aime pas trop. Voilà, je le lis sans souci. J'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire, de découvrir, voilà. Mais je vous en parlerai de toute façon dans une prochaine vidéo. Mais celui-là, il va se retrouver sur mon Vinted de toute façon à un moment donné parce que ça me plaît pas tant que ça, donc je vais pas le garder. Et finalement le dernier livre que j'ai acheté, celui-là j'ai acheté neuf parce que de toute façon il vient de sortir. On le voit partout, c'est celui-ci. Donc c'est le livre Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est de Michael Brun-Arnaud et c'est illustré par Sanoé. Donc c'est publié à l'école des loisirs. Je vous avoue que je l'ai acheté parce que je vais le lire, j'ai très envie de le lire, il est très très beau, je vais vous montrer les illustrations après, il est vraiment joli, mais je vais essayer de le faire lire aussi à ma fille. Alors je lui ai montré, elle n'a pas paru convaincue, en fait ma fille adore les mangas, elle lit un manga à une vitesse, enfin un manga ça lui fait 2 jours quoi, tellement elle le lit vite. Mais quand elle voit trop de texte d'un coup dans un livre, ça la bloque. Elle a 9 ans, pour info, elle est tout à fait capable de lire ça. Si elle sait lire des mangas, je veux dire, elle est capable. Mais ça la bloque. J'avais espoir que celui-ci, elle soit un peu plus motivée parce qu'il y avait des illustrations dedans. Je lui ai montré. Elle m'a gentiment dit, bah écoute maman, lis-le d'abord et puis je le lirai après toi. Voilà, donc c'est sous-entendu, ouais, on verra. Et donc voilà, les petites illustrations qu'on peut trouver dans ce livre. Je sais plus combien je l'ai payé, 15 €, je pense qu'il était à 15 €. Je trouve que ça va, c'est pas non plus cher, trop cher vu les jolies illustrations, vu la qualité de l'ouvrage. Évidemment, ben, vous l'aurez compris, c'est un livre jeunesse, hein, c'est une histoire pour les enfants. Voilà celui-ci. Je ne lis pas de livres jeunesse moi, hein. Voilà, ça fait longtemps que je n'en lis plus évidemment, mis à part des petites histoires que je lis aux enfants avant d'aller dormir. Pas tous les jours mais quand même au moins 3-4 fois par semaine je leur lis une histoire avant d'aller dormir. Et encore une petite illustration, voilà. Et sinon je lis pas de livres jeunesse, mais voilà celui-ci il me tentait bien, je le trouvais vraiment beau et j'ai envie d'essayer de motiver ma fille à lire autre chose que des mangas.
Du coup je l'ai acheté parce que vraiment on le voit partout et tout le monde a l'air hyper emballé, tout le monde a l'air de trouver ça très émouvant et tout, donc je sais pas, j'avais envie de découvrir, du coup je l'ai acheté. C'en est fini de mes petits achats, de ma petite chronique sur Franck Tillier. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la saga Grisha. J'ai terminé le tome 2 et le tome 3 de la saga Grisha. Mais voilà, je pense que je vais réserver donc la prochaine vidéo, commencer en tout cas à vous parler de cette saga dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-ci en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à me donner votre avis sur les lectures que je vous ai présentées. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!